Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme de ce vendredi 29 mai 2026. Pour commencer, vous pourrez écouter le journal de l'actualité en compagnie de François-Xavier Boulet. S'en suivra un décryptage de Lisa Dufaux qui vous proposera de revenir sur la présence de Taïwan en marge de l'AMS la semaine dernière. Et puis vous pourrez profiter de l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière présentée par Florian Dai qui cette semaine sera sur un film qui s'appelle La Paloma et qui retrace la vie d'une chanteuse à succès des années 50 à 60 pendant la Terreur blanche. Enfin, pour le programme en ligne, vous pourrez bien sûr profiter de l'émission de Jean-Yves Heurtebise Géopolitique, dans laquelle il revient sur les récentes visites en Chine des présidents américains et russes. Merci à vous tous d'écouter Radio Taïwan International. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de François-Xavier Boulet avec son journal de l'actualité et les principaux titres. Taïwan interdit l'entrée sur son territoire des personnes en provenance de République démocratique du Congo et d'Ouganda face à l'épidémie d'Ebola. Le Parlement adopte finalement le budget spécial de la défense. Le Japon et les Philippines réaffirment l'importance de la paix dans le détroit de Taïwan. Une frégate canadienne traverse le détroit de Taïwan malgré l'avertissement de Pékin. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 29 mai. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Face à la progression de l'épidémie d'Ebola, Taïwan prend donc des mesures. Près d'1 millier de cas confirmés ou suspects, avec plus de 200 décès à déplorer, sont recensés en République démocratique du Congo. Et l'Ouganda fait aussi part de cas. Taïwan a donc décidé ce vendredi 29 mai d'interdire l'entrée sur son territoire à toute personne provenant de la République démocratique du Congo ou de l'Ouganda à compter du 2 juin prochain, et ce pour une période de 90 jours. Le CDC, Centre de contrôle des maladies, a annoncé la suspension des délivrances de visas aux ressortissants de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, et les personnes qui ont déjà obtenu leur visa ne seront pas autorisées à entrer sur le territoire durant cette période. Toutefois, 4 catégories de personnes ne sont pas concernées par cette mesure. Tout d'abord, les étudiants qui ont une autorisation d'admission dans un établissement d'enseignement supérieur taïwanais. Ensuite, les missions diplomatiques ou officielles. Également, les conjoints étrangers de ressortissants taïwanais et leurs enfants mineurs, ainsi que les cas d'urgence ou humanitaires particuliers. Il s'agit de la première fois que Taïwan instaure une interdiction d'entrée sur son territoire depuis la période de pandémie de Covid-19. Selon les données publiées par l'OMS en date du 27 mai, l'épidémie d'Ebola touche principalement les provinces d'Ituri et de Nord Kivu en République du Congo et de Sud Kivu, avec un total cumulé de 906 cas signalés, dont 223 décès à déplorer. L'Ouganda a quant à lui signalé à ce jour un total de 7 cas confirmés pour un décès. Le Parlement adopte finalement le budget spécial de la défense. Le budget spécial de défense a été adopté à la 3e lecture au Parlement ce vendredi. Ce budget concerne les acquisitions de la première année suivant son entrée en vigueur. Il s'élève à 8,8 milliards de dollars taïwanais, soit environ 280 millions de dollars américains, conformément au texte adopté en commission parlementaire mercredi en première lecture. Un budget qui retire toutefois de 2 millions de dollars taïwanais de frais de fonctionnement le budget soulevé par le gouvernement. L'ensemble du budget sera financé via un emprunt. Ce budget spécial concerne plus précisément l'achat du système de roquettes multiples HIMARS, dont la date butoir d'acquisition était fixée au 31 mai. Il y avait donc urgence à adopter ce budget. Il y a aussi les missiles anti-chars montés sur drone, des missiles anti-chars Javelin, des missiles Tau-2B ou encore l'obusier autopropulsé M109A7.
Le chef de l'État, Lai Ching-te, qui a inspecté aujourd'hui l'usine d'artillerie 205, a réagi en regrettant ce vote. Non pas que le budget soit approuvé, mais que c'est surtout l'insuffisance du budget de la défense qui nuit, selon lui, largement à l'objectif gouvernemental d'autonomie en matière de défense. En donnant l'exemple de l'usine 205, qui fabrique essentiellement des explosifs, des munitions, des charges propulsifs, des armes légères ou encore des équipements individuels de combat, le président a souligné que l'objectif initial était d'installer 6 nouvelles lignes de fabrication grâce au projet de budget spécial, ce qui aurait permis de doubler la quantité de production militaire. Lai Ching-te a déclaré que le gouvernement ferait tout son possible pour combler ce manque budgétaire entre le budget approuvé au Parlement et celui de son gouvernement. Nous allons proposer impérativement une réglementation spéciale pour les projets clés comme la défense aérienne globale, l'autonomie en matière de défense et les véhicules sans pilote. Nous pourrons proposer un budget additionnel ou augmenter le budget annuel afin de réaliser plus d'acquisitions, de commandes, de fabrication ou de coopérations internationales tout en favorisant l'autonomie des industries de la défense et la capacité de défense durable et intelligente. L'objectif est d'assurer le statu quo de paix et de stabilité dans le détroit de Taïwan et de défendre la sécurité et les biens des 23 millions de Taïwanais. Le Japon et les Philippines réaffirment l'importance de la paix dans le détroit de Taïwan. En visite d'État au Japon, à l'occasion du 70e anniversaire de la reconnaissance diplomatique entre les deux pays, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. et la première ministre japonaise Sanae Takaichi ont participé à un sommet bilatéral le 28 mai à Tokyo. Un sommet à l'issue duquel les deux parties ont publié une déclaration conjointe officialisant l'élévation des relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique global. Dans le communiqué conjoint, le président philippin et la première ministre japonaise soulignent à nouveau aussi l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, appelant les deux rives à un dialogue pacifique pour dépasser les différends. Ils ont également exprimé leur inquiétude face aux situations de tension en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale, réaffirmant leur opposition à toute modification unilatérale du statu quo par la force ou la coercition. Ce vendredi, le ministère des Affaires étrangères a salué ce communiqué conjoint entre les Japon et les Philippines en soulignant que la paix dans le détroit de Taïwan était cruciale pour la paix et la prospérité de toute la région Indo-Pacifique. À noter que le Japon et les Philippines ont aussi choisi de renforcer leur coopération sécuritaire avec l'entrée en vigueur de l'accord d'accès réciproque, le RAA, et l'annonce de prochaines négociations autour d'un accord de protection des informations militaires. Le Japon a, en même temps, réitéré son soutien au renforcement des capacités de défense de son allié philippin, notamment dans le domaine maritime. Une frégate canadienne traverse le détroit de Taïwan malgré l'avertissement de Pékin. Selon le journal canadien Globe and Mail, qui a rapporté une déclaration récente d'André-Anne Poulain, qui est la porte-parole du ministère de la Défense nationale au Canada, la frégate canadienne SCSM Charlottetown était de passage dans le détroit de Taïwan entre le 22 et le 23 mai. Durant cette opération, conduite de manière individuelle par le Canada, la frégate n'a pas été accompagnée par des navires d'autres pays alliés. Ce passage précède la visite de Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères au Canada, en ce moment, précisément du 28 au 30 mai. Selon le journal canadien Globe and Mail, le passage de ce navire de guerre canadien dans le détroit de Taïwan a eu lieu quelques semaines seulement après l'avertissement lancé par Wang Di, l'ambassadeur de Chine au Canada, lors d'une interview accordée aux médias. Le diplomate avait en effet déclaré que le nouveau partenariat entre le Canada et la Chine serait compromis si Ottawa envoyait davantage de navires militaires dans le détroit ou si des parlementaires canadiens continuaient à se rendre à Taïwan pour rencontrer le gouvernement de Taïwan. De 2018 jusqu'à présent, les navires de guerre canadiens ont effectué 13 traversées dans le détroit de Taïwan, dont 2 sous l'administration du Premier ministre actuel, Mark Carney. Le dernier passage remonte à septembre 2025. Pour rappel, le ministre canadien de la Défense, David McGuinty, a déclaré au début du mois
que le Canada considérait la voie navigable entre la Chine et Taïwan comme des eaux internationales. À noter que de son côté, Veena Najjubulla, qui est la vice-présidente du pôle recherche et stratégie de la Fondation Asie-Pacifique du Canada, a souligné que les activités du Canada en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale étaient suivies de près dans les capitales asiatiques, de Pékin à Tokyo, en passant par Taipei, ainsi qu'en Australie et aux États-Unis. Elle a précisé que le Canada devait poursuivre plusieurs objectifs de front. Approfondir certains aspects de l'engagement économique avec la Chine, ce qui sera l'objet de la visite de Wang Yi, tout en restant ferme sur l'ensemble du programme canadien en matière de sécurité nationale. Le chef de la diplomatie taïwanaise, Lin Chia-long, reçoit son homologue de Tuvalu. Le ministre tuvaluan des Affaires étrangères, du Travail et du Commerce, Paulson Panappa, effectue actuellement une visite à Taïwan, où il a pris part au Forum pour la coopération démocratique organisé par la Forum 2000 Foundation le 27 mai. Hier soir, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Lin Chia-long, autour d'un banquet diplomatique. L'occasion pour Paulson Panappa de saluer les coopérations que les deux pays entendent développer dans le cadre du traité de solidarité et de prospérité commune acté par les deux pays en novembre 2025. Le ministre tuvaluan des Affaires étrangères a souligné que ce traité a déjà élevé les relations bilatérales au rang de partenariat global. Dans ce cadre, les deux pays vont approfondir leur coopération sur les questions cruciales telles que la résilience climatique, le soutien à la participation internationale de Taïwan. Des coopérations plus étroites sont aussi entreprises en matière de gouvernance numérique, de technologie, de communication, d'agriculture intelligente, sans oublier les volets consacrés à l'énergie, à la santé publique et à l'éducation. Taiwan Travelogue présenté comme livre chinois sur certaines plateformes internationales de vente. Taiwan Travelogue de l'écrivaine Yang Shuangzu, traduit en anglais par Ling Qing, continue de briller à l'échelle internationale. Mais la maison d'édition taïwanaise Spring Publishing fait face à un problème, celui de mentionner la Chine sur les plateformes de vente en ligne. Par exemple, Audible, qui est la plateforme de livres sonores d'Amazon aux États-Unis, et Bol, B-O-L, une plateforme de livres des Pays-Bas, indiquent tous deux la Chine dans les informations sur l'origine de présentation du livre Taiwan Travelogue sur leur plateforme. Spring Publishing a indiqué avoir discuté avec la maison d'édition américaine Grey Wolf, qui a réussi à faire rectifier cette mention auprès d'Audible. Elle attend maintenant un retour de la plateforme néerlandaise. Le PDG de Foxconn compte devenir le premier fournisseur mondial de commutateurs CPO. À l'occasion de l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Hon Hai Foxconn, le PDG Yong Liu s'est félicité de voir la part de marché du groupe dans les serveurs d'intelligence artificielle dépasser désormais les 40%, devenant un moteur central des revenus du groupe. Il a annoncé un dividende record de 7,2$ par action, espérant voir bientôt le bénéfice annuel de Foxconn atteindre la valeur de 2 fois son capital social, grâce à la forte croissance de l'intelligence artificielle et des infrastructures dématérialisées. Yong Liu a également mis en avant les ambitions de Foxconn dans les véhicules électriques, la robotique et l'informatique quantique. Il prévoit cette année la livraison de 10 000 commutateurs CPO, c'est-à-dire de technologies de optique co-packagée, précieux pour les serveurs d'intelligence artificielle, avec comme objectif de s'imposer comme numéro 1 mondial du secteur et d'enregistrer une croissance décuplée dès cette année. Le PDG de Foxconn a réitéré l'engagement de son groupe à proposer des serveurs d'IA avec différentes architectures, notamment des plateformes GPU, CPU ou même ASIC pour répondre aux différents besoins des clients. Bien, c'est ainsi que se termine le journal de l'actualité de ce vendredi qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour RTI. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.